Le 14 octobre 1943, à 19h23, Freddy Overstegan, âgé de 16 ans, entra dans une taverne à Haarlem, aux Pays-Bas, portant du rouge à lèvres et une robe bleue que sa sœur avait volée dans un magasin bombardé 3 semaines plus tôt. Ses cheveux noirs étaient tressés en 2 longues nattes, son maquillage soigneusement appliqué. Elle avait l'air de rencontrer un petit ami, pas de traquer un officier nazi qui avait envoyé 23 familles néerlandaises dans des camps de concentration le mois précédent. 52 victimes confirmées à ce moment-là. 52 nazis morts parce qu'une adolescente avait décidé que le règlement de la résistance faisait plus de morts qu'il n'en empêchait. Le Wehrmacht occupait les Pays-Bas depuis 3 ans. 150 000 soldats allemands contrôlaient chaque rue, chaque poste de contrôle, chaque vie. Et Freddy venait de se porter volontaire pour la tactique la plus dangereuse de la résistance néerlandaise, le piège à miel. Voici comment cela fonctionnait. Une jolie fille entre dans un bar, croise le regard d'un officier allemand, sourit, flirte, suggère une promenade dans les bois pour plus d'intimité. L'officier, pensant qu'il va vivre une rencontre romantique, la suit dans la forêt. Puis quelqu'un lui tire une balle dans la tête. Parfois, c'était la fille elle-même qui tirait. Parfois, c'était un résistant masculin pendant qu'elle s'échappait. Dans tous les cas, le nazi mourait et la fille au nat s'éloignait. Le conseil des commandants de la résistance avait initialement interdit cette tactique. Trop dangereuse, trop imprévisible. Les filles risquaient d'être violées avant de pouvoir tendre le piège. Les filles pouvaient geler au moment de tuer. Les filles pouvaient être capturées et torturées pour obtenir des informations. Mais Freddy et sa sœur Truy, âgées de 18 ans, pratiquaient les pièges à miel depuis 2 ans et elles n'avaient jamais échoué. 52 nazis éliminés. 0 mission ratée, 0 perte de leur côté. Le secret de leur succès, ce qui les séparait des résistants capturés et exécutés, était simple. Elles n'attendaient jamais l'autorisation, ne suivaient jamais le plan à la lettre et ne doutaient jamais au moment de presser la détente. La cible de ce soir-là était l'essai-subchef Wilhelm Keller, 34 ans, agent de liaison de la Gestapo, personnellement responsable de l'identification et de la déportation des Juifs cachés à Haarlem. Il venait boire dans cette taverne tous les jeudis soirs, s'asseyait toujours dans le même coin et repartait vers 20h30 pour regagner ses quartiers. Freddy l'observait depuis 6 jours. Elle savait qu'il aimait les blondes, mais se contentait des brunes. Elle savait qu'il était marié, mais cela lui était égal. Elle savait qu'il avait tué au moins 23 familles et qu'il en cherchait encore. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire. La taverne était bondée. Soldats allemands, collaborateurs néerlandais, quelques civils tentant de survivre en gardant la tête basse. La fumée flottait dans l'air, mêlée à l'odeur de bière, de sueur et de peur. Freddy s'avança au comptoir, commanda une boisson qu'elle ne toucherait pas et balaya la salle du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent Keller dans son coin. Il était seul ce soir-là. Parfait. Plus facile lorsqu'ils sont seuls. Elle croisa son regard et sourit. Ni trop enthousiaste, ni trop timide, juste assez pour signaler de l'intérêt. Keller l'observa 3 secondes, évalua, décida et lui rendit son sourire. Freddy se détourna, le faisant travailler pour obtenir son attention. Le secret était de leur faire croire que c'était leur idée. Les hommes comme Keller avaient de l'ego. Ils voulaient être les chasseurs, pas les proies. Elle sentit ses yeux sur son dos, attendit 2 minutes, but une gorgée de sa boisson, jeta un coup d'œil par-dessus son épaule puis détourna le regard. À 19h41, Keller se leva et s'avança vers le comptoir. Il se plaça à côté d'elle, proche mais sans toucher, et dit quelque chose en allemand sur le fait qu'il ne l'avait jamais vu ici auparavant. Freddy parlait juste assez l'allemand pour flirter. Elle avait pratiqué pendant 2 ans. Elle lui dit qu'elle rendait visite à sa famille à Haarlem, qu'elle s'ennuyait, que son oncle était très strict et ne la laisserait aller nulle part d'intéressant. Keller demanda si elle voulait aller quelque part moins fréquentée. Freddy fit semblant d'y réfléchir, laissa le silence étirer, puis dit oui, mais quelque part avec de l'air frais, peut-être une promenade. Keller accepta immédiatement. Ils quittèrent la taverne ensemble à 19h52. Freddy le guida vers l'ouest, vers les bois à la lisière de la ville. Elle parla tout au long du chemin, le tenait engagé, posant des questions sur l'Allemagne, Berlin, s'il lui manquait son pays. Keller parlait de lui. Comme toujours. Il lui raconta son travail important, comment il rendait les Pays-Bas plus sûrs, comment les Juifs étaient le véritable ennemi et comment il protégeait les Néerlandais en les éliminant. Freddy sourit et hocha la tête en pensant aux amis juifs de sa mère déportés en 1942, aux enfants qu'elle avait aidés à mettre en sécurité, aux 23 familles que Keller avait massacrées. Elle pensa au pistolet Walter PPK caché dans le petit sac pendu à son épaule. Ils atteignirent la lisière de la forêt à 20h11. La forêt était sombre.
La lumière de la lune filtrait à travers les branches, offrant une visibilité minimale. Freddy avait choisi cet endroit 3 jours plus tôt. Elle connaissait chaque arbre, chaque chemin, chaque ligne de vue. Elle savait exactement où sa sœur Truy se cachait avec un fusil, à 40 mètres au nord, prête à fournir un tir de couverture en cas de problème. Elle connaissait le point d'extraction de secours à 200 mètres à l'est. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance de réussir. Keller était maintenant détendu, loin de la ville, loin des témoins. Il posa sa main sur la taille de Freddy. Elle se tourna vers lui, sourit et plongea la main dans son sac. Ses doigts trouvèrent le pistolet. Keller vit l'arme au même moment où Freddy la leva. Ses yeux s'écarquillèrent, sa bouche s'ouvrit. Il tenta de saisir son propre arme. Freddy tira 2 fois dans sa poitrine à une distance de 60 centimètres. Les coups résonnèrent dans la forêt. Keller chancela, heurta un arbre et glissa le long du tronc. Il était encore vivant, encore en mouvement. Freddy fit un pas en avant et tira une dernière fois dans sa tête. Keller cessa de bouger. Freddy resta debout 3 secondes, respirant fort, l'adrénaline parcourant ses veines, l'odeur de poudre mêlée à celle des pains et du sang. Elle ne ressentit rien, ni culpabilité, ni satisfaction, juste la question immédiate. Où se trouve la prochaine menace? Truy sortit des arbres. Elle avait observé à travers la lunette de son fusil tout le temps, prête à tirer si Keller avait dégainé le premier, prête à tuer quiconque serait venu enquêter. Les sœurs ne parlèrent pas. Elles travaillèrent rapidement. Elles traînèrent le corps de Keller à 20 mètres du chemin, le couvrirent de branches et de terre. Pas une cachette parfaite, mais suffisant pour leur accorder quelques heures avant que quelqu'un ne le découvre. Elles récupérèrent les papiers d'identité de Keller, son arme, sa montre. Valeur de renseignement. La résistance pouvait exploiter ces documents allemands. Puis elles se séparèrent. Truy partit vers le nord, Freddy vers l'est. Itinéraires différents. Protocole standard, ne jamais voyager ensemble après un assassinat. Freddy traversa seul la forêt sombre, portant un pistolet qui sentait encore la poudre. Elle avait 16 ans. Elle venait de tuer son 53 nazi et avait encore 47 noms sur sa liste. 2 ans plus tôt, le 10 mai 1940, l'Allemagne avait envahi les Pays-Bas. Freddy Overstegan avait alors 14 ans et vivait dans un appartement exigu à Haarlem avec sa mère Train et sa sœur Truy. Elles n'étaient ni riches ni connectées. Elles étaient des communistes néerlandais de la classe ouvrière qui croyaient en la justice et agissaient selon ses convictions, même si cela leur coûtait cher. Avant l'invasion, elles avaient caché des réfugiés juifs venant d'Allemagne dans leur appartement. Après l'invasion, elles durent déplacer ces réfugiés vers d'autres lieux, trop dangereux pour les garder sur place. Beaucoup de ces réfugiés furent plus tard découverts, déportés, assassinés. Freddy n'oublia jamais leur visage. Quand les Allemands commencèrent à arrêter les Juifs en 1941, Freddy et Truy commencèrent à distribuer des journaux clandestins, à inscrire des slogans antinazis sur les murs, de petits actes de résistance, des gestes symboliques. Puis Franz Vanderville frappa à leur porte. Franz était le commandant du Conseil de la résistance à Haarlem. Il avait entendu parler de ces 2 sœurs intrépides qui répandaient des documents antinazis dans la ville. Il avait une proposition. Il avait besoin de combattants. Pas seulement des personnes distribuant des pamphlets, mais des personnes prêtes à commettre des actes de sabotage, à utiliser des armes, à tuer. Truy posa la question évidente. Devrait-elle tuer des gens? Franz ne minimisa rien. Oui, mais il précisa que les cibles seraient soigneusement choisies, officiers de la Gestapo, traîtres, personnes traquant activement des Juifs et des membres de la résistance, pas des soldats au hasard, de vrais fascistes, de vrais criminels. Les filles demandèrent la permission à leur mère. Train leur donna une seule règle qui définirait tout ce qu'elles feraient pendant les 4 années suivantes, rester toujours humaines. Ne jamais laisser la violence les transformer en monstres. Garder leur conscience, quoi qu'il arrive. Freddy avait 14 ans, Truy 16. Elles acceptèrent. La formation fut rapide et brutale. La résistance ne pouvait pas se permettre de longs cycles de formation. Elle avait besoin de combattants maintenant. Des gens mouraient maintenant. Des Juifs étaient déportés maintenant. Freddy et Truy furent emmenés dans un hangar à pommes de terre souterrain où elles apprirent à manier les armes à feu. Elles apprirent à tirer au pistolet et au fusil. Elles apprirent à lancer des grenades. Elles apprirent à poser des explosifs. Elles s'entraînèrent jusqu'à devenir compétentes. Leur première opération majeure fut un incendie des entrepôts occupés par les nazis. La méthode était terriblement simple. Freddy et Truy se déguisèrent, mirent du maquillage, approchèrent les gardes SS et flirtèrent avec eux. Pendant que les gardes étaient distraits, des résistants mirent le feu aux entrepôts. Les 2 entrepôts brûlèrent. Mission réussie. Ce jour-là,
Les sœurs apprirent quelque chose de crucial. Leur jeunesse et leur féminité étaient des armes. Les Allemands ne les considéraient pas comme une menace, ce qui les rendait extrêmement dangereuses. Mais brûler des entrepôts était une chose. Ce qui suivit était différent. Ce qui suivit fut tué. Le premier meurtre de Freddy eut lieu sur un vélo en septembre 1942. Elle avait 15 ans. Un soldat nazi à un poste de contrôle. Une arme cachée dans le panier de son vélo sous un tissu. Elle passa devant lui, sortit l'arme, tira 2 fois et continua de pédaler. Le soldat tomba. Freddy disparut dans les rues avant que quiconque puisse réagir. Son instinct immédiat après le tir, elle voulait revenir et l'aider, annuler ce qu'elle venait de faire. Cet instinct ne la quitta jamais. Chaque fois qu'elle tuait quelqu'un, elle voulait courir vers lui pour l'aider à se relever. C'était son humanité qui s'affirmait. Ce que sa mère lui avait demandé de conserver la torturait, mais elle continuait parce que c'était nécessaire. Parce que ces gens chassaient et tuaient des civils innocents. Parce que l'alternative était de ne rien faire. Au cours de l'année suivante, Freddy perfectionna ses méthodes. Le piège à miel devint sa signature. Voici comment elle le perfectionna. Étape 1. Sélection de la cible. La résistance lui donnait des noms. Officiers allemands, agents de la Gestapo, collaborateurs néerlandais ayant trahi des familles aux nazis, des personnes qui méritaient de mourir. Freddy recherchait chaque cible, où ils buvaient, où ils se promenaient, ce qu'ils aimaient, leurs points faibles. Elle ne prenait jamais un contrat qu'elle ne pouvait remplir. Étape 2. L'approche. Bien s'habiller. Mettre du maquillage. Paraître innocente mais intéressante. Entrer dans la taverne ou le café où la cible se trouve. Croiser son regard. Sourire. Entamer la conversation. Flirter juste assez pour sembler sincère. La clé était la patience. Ne jamais se précipiter. Laisser penser que c'était leur idée. Étape 3. La promenade. Proposer d'aller dans un endroit privé. Ici, c'est trop fréquenté. Tu veux voir la lumière de la lune? Je connais un endroit magnifique. Les officiers allemands acceptaient toujours. Ils étaient occupés. Ils se sentaient invincibles. Ils ne croyaient pas qu'une adolescente puisse les menacer. Étape 4. Le meurtre. Les amener à un lieu isolé présélectionné où Truy ou un autre résistant était posté avec un fusil. Puis tirer soi-même ou simuler une discussion pour que le résistant caché intervienne. Dans tous les cas, le nazi mourait et Freddy s'éloignait. Étape 5. La fuite. Ne jamais courir, ne jamais paniquer. Rentrer calmement en ville. Retourner à la taverne si possible. Établir un alibi. Les Allemands soupçonnaient rarement la fille. Ils cherchaient des hommes. Quand ils réalisaient ce qui s'était passé, Freddy était déjà rentré chez elle. Entre 1942 et 1944, Freddy exécuta ce schéma avec succès au moins 50 fois, probablement plus. Les archives de l'occupation sont incomplètes. Beaucoup de meurtres ne furent pas documentés, car cela aurait été trop dangereux. Mais les survivants s'en souviennent, ils se souviennent de la fille aux nattes qui attirait les nazis à leur mort. Le piège à miel fonctionnait parce qu'il violait toutes les hypothèses des Allemands. Ils pensaient que les femmes étaient faibles, incapables de violence, bonnes pour les soins ou le travail de bureau, mais pas pour le combat. Ils pensaient que les adolescentes étaient innocentes, inoffensives, sans danger. Ils pensaient que les résistants néerlandais étaient des hommes opérant la nuit avec des armes et des explosifs. Ils n'avaient jamais imaginé qu'une fille de 16 ans en robe pouvait être une tueuse entraînée. Cette cécité leur coûta des dizaines d'officiers. Mais le piège à miel comportait des risques. Si la cible devenait violente avant d'atteindre la zone de tir, la fille se retrouvait seule face à un officier nazi armé capable de la maîtriser. Si la cible soupçonnait le piège, il pouvait l'arrêter ou lui tirer dessus. Si quelque chose tournait mal pendant le meurtre, si l'arme s'enrayait, si le résistant caché ratait son tir, si des patrouilles allemandes apparaissaient, la fille devait improviser ou mourir. Freddy survécut à toutes les opérations parce qu'elle enfreignait les règles quand c'était nécessaire. Le protocole de la résistance disait « ne jamais dévier du plan ». Freddy déviait constamment. Si une cible devenait suspicieuse, elle abandonnait et essayait plus tard. Si la zone de tir semblait incorrecte, elle changeait de lieu en cours de route. Si son instinct criait danger, elle écoutait. Le protocole disait « toujours avoir un soutien ». Freddy travaillait parfois seule quand aucun soutien n'était disponible. Elle emmenait la cible dans les bois, la tuait elle-même, cachait le corps et rentrait chez elle. Le protocole disait ne jamais utiliser la même taverne 2 fois. Freddy utilisait les lieux ayant réussi à plusieurs reprises, mais changeait simplement son apparence. Robe différente, coiffure différente, maquillage différent. Les Allemands ne l'attrapèrent jamais car elle était imprévisible. Novembre 1942. Le 19 assassinat de Freddy.
La cible était l'Oberleutnant Karl Steiner, 38 ans, officier du renseignement du Wehrmacht, qui avait interrogé des membres capturés de la résistance dans une installation à Blumnal. 12 résistants étaient entrés dans cette installation le mois précédent. Aucun n'en était sorti vivant. Steiner était méthodique. Il n'exécutait pas seulement les prisonniers. Il les brisait d'abord, obtenait 2 des noms, des lieux, des routes d'approvisionnement. Ensuite, il les tuait et utilisait ces informations pour arrêter davantage de résistants. Le Conseil de la Résistance voulait sa mort. Mais Steiner était prudent. Il variait ses routines, empruntait des itinéraires différents, ne buvait jamais au même endroit 2 fois, sauf le jeudi soir. Chaque jeudi, Steiner se rendait dans un bordel du côté ouest de Harlem. Il arrivait à 21h et repartait vers minuit. C'était son seul schéma prévisible. La résistance avait tenté de l'Y embusquer 2 fois. Les 2 fois, la sécurité de Steiner avait repéré l'attaque avant qu'elle ne se développe. 2 résistants moururent lors de la 2e tentative. Freddy étudia le problème pendant 3 semaines. Elle comprit que l'approche du bordel était mauvaise. Trop de variables de sécurité, trop de soldats allemands autour. Elle devait l'intercepter ailleurs, quelque part d'inattendu. Elle suivit son trajet de retour depuis le bordel et trouva un tronçon de route traversant un petit parc. Des arbres des 2 côtés, peu d'éclairage public, aucun point de contrôle à proximité. Parfait. Le jeudi 12 novembre, Freddy se plaça sur un banc dans ce parc à 23h45. Elle était seule. Truy la couvrait depuis 70 mètres avec un fusil. Mais si quelque chose tournait mal, Freddy serait seul pendant au moins 10 secondes. À 23h58, la voiture de Steiner approcha. Elle ralentit en passant devant le parc. Freddy était assise sous un lampadaire, visible, délibérément. Elle avait calculé que Steiner la remarquerait. Une jeune femme seule à minuit, dans une ville occupée. Suspecte ou intéressante. La voiture s'arrêta. Steiner descendit. Son chauffeur resta dans le véhicule, moteur allumé. Steiner s'approcha du banc et demanda ce qu'elle faisait dehors si tard. Son allemand était sec et accusateur. Freddy avait son histoire prête. Elle rendait visite à sa grand-mère malade, avait perdu la notion du temps, manquait le couvre-feu et craignait de rentrer chez elle de peur que les patrouilles allemandes l'arrêtent. Steiner examina son visage. Méfiant, cela pouvait être un piège. Mais il était aussi intrigué. Il lui proposa de la ramener à la maison, d'assurer son passage en sécurité. Freddy hésita, fit semblant d'avoir peur de lui, puis accepta à contre-cœur. Elle monta sur la banquette arrière. Steiner s'installa à côté d'elle. Le chauffeur démarra. C'était le moment de danger maximal. Freddy était dans un véhicule en mouvement avec 2 soldats allemands armés. Si l'un d'eux soupçonnait quoi que ce soit, elle serait morte avant même de pouvoir saisir son arme. Elle fit de petites conversations, le remercia pour son aide, lui demanda d'où il venait en Allemagne. Steiner se détendit légèrement et commença à parler de Bavière, de sa différence avec la Hollande. Freddy dirigea le chauffeur vers son adresse supposée. Elle avait choisi un endroit à 3 pâtés de maison d'une ruelle où des membres de la résistance attendaient. La voiture tourna dans une rue étroite. Freddy déclara que sa maison était juste devant. Puis elle sortit le pistolet de son manteau et tira sur le chauffeur à l'arrière de la tête. La voiture dévia. Steiner saisit son arme de côté. Freddy tira 2 fois dans sa poitrine avant qu'il ne puisse dégainer. La voiture percuta un mur. Freddy donna un coup de pied à la porte et s'enfuit. Truy surgit de la ruelle, fusil levé, couvrant sa fuite. 2 résistants apparurent et traînèrent les 2 corps allemands hors de la voiture. Ils seraient jetés dans un canal. La voiture serait dépouillée et cachée. Freddy rentra chez elle à minuit 37. 19 assassinats et le plus dangereux à ce jour. Elle était montée dans une voiture avec 2 soldats allemands armés et les avait tués en mouvement. Une opération qui aurait dû la tuer. Mais Freddy avait calculé chaque variable, le timing, la psychologie, le chemin de fuite. Elle avait gagné parce qu'elle avait osé prendre un risque que personne d'autre n'aurait pris. En 1943, une jeune femme nommée Annie Schaft rejoignit la cellule de résistance. Elle était différente des sœurs Overstigan, plus éduquée, avec un parcours universitaire. Elle étudiait le droit avant l'occupation. Elle avait de longs cheveux roux qui la rendirent célèbre plus tard. Les nazis l'appelèrent « la fille aux cheveux rouges » et la mirent sur leur liste des plus recherchées. Les 3 femmes, Freddy, Truy et Annie, formèrent une unité autonome au sein de la cellule de résistance. Elles se faisaient une confiance totale. Leur vie était entre les mains les unes des autres chaque jour. Elles travaillaient ensemble avec une efficacité redoutable. Truy était la leader, décisive et pragmatique. Elle prenait les décisions difficiles. Annie était l'intellectuelle, fluente en allemand,
stratégique et réfléchie. Freddie était la planificatrice. Elle cartographiait les opérations, anticipait les problèmes et gérait les pièges à miel les plus dangereux car elle était l'actrice la plus convaincante. Ensemble, elles devinrent probablement l'équipe d'assassinat la plus efficace de la résistance néerlandaise. Leur travail allait au-delà des meurtres, elles faisaient passer des enfants juifs en lieu sûr. Freddie marchait main dans la main avec un enfant dans les rues, jouant le rôle d'une grande sœur. Les Allemands ne soupçonnaient jamais rien. Elles transportaient armes et faux documents dans leur panier de vélo, contournant les checkpoints. Les soldats voyaient de jeunes filles et les laissaient passer. Elles sabotaient les infrastructures, faisaient exploser des ponts et des voies ferrées avec de la dynamite, coupaient les routes d'approvisionnement allemandes. Elles distribuaient journaux clandestins et matériels anti-nazis dans toute la région. Chaque jour apportait de nouveaux risques, des frôlements de capture, de nouvelles chances de se faire arrêter. Le fardeau psychologique était immense. Elles étaient témoins d'horreur, des soldats SS saisissant des civils au hasard dans les rues et les exécutant, forçant les familles à regarder. Une fois, Truy vit un soldat SS néerlandais arracher un bébé des bras de son père et l'écraser contre un mur, le tuant sur le coup. Sans hésiter, Truy s'approcha et abattit le soldat devant tous les témoins. Ce n'était pas une opération planifiée. C'était une réaction humaine pure face à la cruauté inhumaine. Ces expériences remplissaient leur journée. Elles vivaient dans un danger constant. Les Allemands avaient offert 50 000 florins pour la capture des sœurs Overstigan. Une fortune. Quiconque les trahirait serait assuré d'être riche à vie. Pourtant, elles survécurent. Elles étaient prudentes, intelligentes, changeaient d'apparence, faisaient confiance à presque personne. Et elles continuaient à se battre. Selon les témoignages, la première balle ne l'a pas tuée. Elle aurait dit à ses bourreaux « Je tire mieux que vous ». Puis ils tirèrent une rafale. Une balle l'atteignait à la tête. Annie Schaft, 24 ans, mourut 3 semaines avant la libération. Au total, 422 corps de résistants furent retrouvés dans ces dunes. 421 étaient des hommes et une seule était une jeune fille aux cheveux roux. Pour Freddie et Truy, perdre Annie fut dévastateur. Elles avaient survécu, mais leur ami non. Ce sentiment de culpabilité du survivant les hantera pour toujours. Le 5 mai 1945, les Pays-Bas furent libérés. Les forces allemandes se rendirent. Freddie avait 19 ans, Truy 21. Elles avaient passé toute leur adolescence en guerre. Elles avaient tué plus de gens qu'elles ne pouvaient compter, sauvé des vies, étaient témoins d'horreur, perdu des amis. Et maintenant, c'était fini. Que fait-on après cela? Comment retrouve-t-on une vie normale? La réponse, on ne peut pas. On ne peut pas oublier. Freddie épousa un ingénieur nommé Jean Brassat. Ils eurent 3 enfants. Apparemment, elle s'installa dans une vie domestique normale, se concentrant sur son rôle d'épouse et de mère. Lorsqu'on lui demandait comment elle avait surmonté le traumatisme, sa réponse était simple, en se mariant et en ayant des enfants, en créant la vie après avoir été entourée par la mort. Mais on ne peut pas oublier. Les souvenirs ne s'effacent pas. Chaque année, le 4 mai, jour de commémoration aux Pays-Bas, Freddie se réveillait rempli de terreur. Elle eut toute sa vie des insomnies. La dépression la frappait par vagues. Parfois, elle ne pouvait pas fonctionner. Son fils Rémi dira plus tard que la guerre n'avait jamais vraiment pris fin pour sa mère. Elle la combattait mentalement chaque jour. Et il y avait une autre source de douleur. Pendant des décennies après la guerre, Freddie vécut dans l'ombre des autres. Annie Schaft devint une icône nationale. École portant son nom, rue, livre, un film en 1981 intitulé La fille aux cheveux rouges. Truy reçut une reconnaissance. Elle devint artiste, écrivit ses mémoires, prit la parole publiquement, reçut l'ordre d'Orange-Nassau et fut honorée comme juste parmi les nations par Yad Vashem. Et Freddie vécut tranquillement, éleva ses enfants, siégea au conseil de la fondation créée par sa sœur pour préserver la mémoire d'Annie. Elle se sentait ignorée, mise de côté. J'ai toujours été un peu jalouse d'elle parce qu'elle a reçu tant d'attention après la guerre, confia Freddie dans une interview. Mais ensuite je pense juste que j'étais dans la résistance aussi. Une partie du problème était politique. Freddie et Truy étaient communistes. Pendant la guerre froide, le gouvernement néerlandais ne voulait pas trop créditer les communistes, même ceux qui avaient combattu les nazis. Lorsque d'autres résistants reçurent des pensions, les sœurs furent initialement refusées. Ce n'est qu'aux années 1960, plus de 20 ans après la guerre, qu'elles reçurent enfin leur pension de résistance. Sans rétroactivité pour ces 2 décennies. Cette amère réalité, Freddie la porta toute sa vie. Elle avait exécuté au moins 50 nazis en utilisant la tactique la plus dangereuse de la résistance. Elle avait fait passer des enfants en lieu sûr, transporter des armes, planter des bombes. Elle avait fait tout ce qu'on lui demandait, et plus encore.
Et pendant la majeure partie de sa vie, presque personne ne savait rien de tout cela. Parce qu'elle était une femme, parce qu'elle était communiste, parce que le monde préfère ses héros hommes. Les femmes ne comptent pas, disait Freddy. Et elles ne comptent toujours pas. Mais dans ces dernières années, quelque chose changea. En 2014, à 88 ans, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lui remit personnellement la croix de guerre de mobilisation. Selon son fils Rémi, cette cérémonie fut un des moments forts de sa vie. Après des décennies à se sentir invisible, elle était enfin honorée publiquement. Des rues à Haarlem furent nommées en l'honneur des deux sœurs. Leur nom faisait désormais partie de la géographie de la ville. En 2016, un documentaire télévisé néerlandais intitulé Deux sœurs dans la résistance raconta leur histoire. Les médias internationaux commencèrent à couvrir leur parcours. Elles recevaient enfin une reconnaissance, même si elle venait tard. Truy mourut en juin 2016 à l'âge de 92 ans. Pour Freddy, perdre sa sœur fut comme perdre une partie d'elle-même. Elles avaient tout traversé ensemble. Selon la fille de Truy, un seul mot suffisait pour qu'elles se comprennent. Le 5 septembre 2018, un jour avant son 93e anniversaire, Freddy Oversteegen mourut. Le dernier membre survivant du trio légendaire avait disparu. Les nécrologies racontèrent son histoire au monde entier. The Washington Post publia un article détaillé. Les grands médias internationaux couvrirent son décès. On découvrit la fille aux tresses qui avait tué des nazis, l'adolescent qui séduisait des officiers allemands pour les mener à leur mort, la résistante qui accompagnait des enfants juifs vers la sécurité. Mais plus que les actes individuels, ce qui frappa les gens fut l'histoire globale, comment les contributions des femmes avaient été systématiquement minimisées, comment Freddy avait passé la majeure partie de sa vie dans l'ombre malgré un courage extraordinaire. En regardant la vie de Freddy Oversteegen, plusieurs choses apparaissent clairement. Le courage. 14 ans lorsqu'elle rejoint la résistance, encore enfant, apprenant à tuer alors que la plupart des adolescents s'inquiétaient de l'école, point le coup psychologique. Freddy paya de sa santé mentale. Cauchemar, dépression, impossibilité d'échapper à la guerre. Les histoires de héros oublient souvent ce prix. Les héros paient un prix pour l'injustice. Pendant la majeure partie de sa vie, son histoire resta inconnue. Pas parce qu'elle avait fait moins, mais parce qu'elle était femme, communiste, hors du récit officiel point l'innovation. Le piège à miel n'était pas un protocole standard. C'était de l'improvisation, enfreindre les règles, prendre des risques jugés suicidaires. Mais ça fonctionnait parce que Freddy et sa sœur refusaient de suivre des protocoles qui tuaient des gens point l'humanité. Malgré tout, la mort, la cruauté, Freddy garda sa conscience. L'instinct d'aider ceux qu'elle avait blessés, de vouloir les relever même en les voyant tomber. C'était son humanité. Cela lui coûta énormément, renforçant le traumatisme. Mais elle ne la perdit jamais. Elle fit ce que sa mère lui avait demandé. Freddy Oversteegen ne voulait pas être une héroïne. Elle voulait vivre une vie normale. Mais quand son pays fut envahi et que ses voisins furent assassinés, elle fit un choix. Combattre avec sa jeunesse, son apparence, son courage. Elle se battit jusqu'à la libération. Puis elle passa le reste de sa longue vie à concilier ses actes avec la personne qu'elle voulait être. Le 5 septembre 2018, la fille qui parcourait Haarlem occupée à vélo avec un pistolet dans son panier, l'adolescent qui séduisait des nazis pour les conduire dans les bois, la jeune femme qui escortait des enfants juifs vers la sécurité, la résistante qui élimina au moins 50 nazis avec une tactique jugée suicidaire, la soldate qui ne révéla jamais combien elle avait tué, la survivante hantée par ce qu'elle avait vu et fait, la mère qui créa la vie après la mort. Freddy Oversteegen. Elle mérite d'être reconnue, non comme un simple complément, mais comme une héroïne à part entière. Comme quelqu'un qui fit ce qu'il fallait, paya le prix du courage et qui ne perdit jamais son humanité dans l'inhumanité. Son histoire compte, elle compta même quand le monde disait le contraire. Les femmes ne comptent pas, disait-elle. Elles ne comptent toujours pas. Mais en racontant son histoire, en faisant savoir ce que Freddy Oversteegen a fait et qui elle était, nous pouvons commencer à changer cela. Nous pouvons commencer à reconnaître les femmes qui comptent, à honorer le courage non reconnu, à donner crédit là où il est dû.